Dans la chaleur étouffante de Dubaï, les couloirs luxueux d'un hôtel 5 étoiles semblaient n'être qu'un décor banal pour des hommes d'affaires pressés, des touristes aisés et des diplomates discrets. Pourtant, derrière les vitres teintées du hall, derrière les regards courtois des réceptionnistes, se jouait l'un des chapitres les plus tendus et secrets de la guerre invisible menée par le Mossad contre ses ennemis. L'homme qu'ils étaient venus chercher n'était pas un soldat ordinaire, ni un idéologue criant sa haine à travers des micros. C'était un marchand d'armes, une figure de l'ombre qui avait su transformer les conflits en fortune. Son nom résonnait dans les couloirs obscurs des services de renseignement, Mahmoud al-Mabhouh. Pour le Hamas, il était un fournisseur vital, l'homme capable de contourner les embargos, de tisser des réseaux d'alliances entre trafiquants, milices et États désireux d'affaiblir Israël. Pour le Mossad, il représentait un danger existentiel, un maillon central dans la chaîne qui alimentait en armes les tunnels de Gaza. Les agents savaient que leur mission n'avait rien d'ordinaire. À Dubaï, tout était surveillé. Les caméras tapissaient les halls, les ascenseurs, les parkings, enregistrant chaque geste, chaque visage. Mais les membres de l'équipe israélienne avaient perfectionné l'art du camouflage. Perruques, passeports européens falsifiés, comportements minutieusement étudiés. Rien ne devait éveiller les soupçons. Ils étaient des voyageurs comme les autres, pressés, polis, invisibles. Al-Mabhouh arrivait d'un vol en provenance de Damas. Son voyage n'avait rien d'officiel. Pas de délégation, pas de protocole. Juste un billet simple, une réservation discrète, et la certitude qu'il pourrait se fondre dans l'anonymat doré de l'émirat. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ces déplacements étaient suivis depuis des semaines. Chaque appel intercepté, chaque déplacement tracé, chaque rendez-vous noté. Le Mossad avait appris à anticiper ses habitudes, à prévoir ses itinéraires. Et cette fois, ils avaient décidé de frapper au cœur même de son illusion de sécurité. Dans le hall de l'hôtel, 2 agents attendaient, assis séparément, comme 2 inconnus. L'un feuilletait distraitement un journal en anglais, l'autre fixait l'écran de son téléphone. Pourtant, leur regard balayait chaque mouvement. Lorsque Mabhouh franchit les portes automatiques, valise à la main, sourire fatigué, ils reconnurent immédiatement sa silhouette. Sa démarche trahissait l'assurance de celui qui se croyait protégé par ses contacts et ses secrets. Mais derrière lui, l'ombre du Mossad s'épaississait déjà. L'enregistrement à la réception se fit rapidement. Mabhouh signa, reçut sa carte magnétique et se dirigea vers l'ascenseur. Dans son dos, 2 agents se levèrent presque en même temps que s'ils n'avaient jamais attendu que ce signal silencieux. Chacun prit un ascenseur différent, mais leurs yeux restèrent fixés sur les chiffres qui défilaient. Leurs mouvements n'étaient pas improvisés, ils avaient répété chaque détail. Dans sa chambre, le marchand d'armes s'installa, alluma la télévision pour couvrir le silence, puis sortit quelques documents de sa sacoche. Les rendez-vous du lendemain s'annonçaient chargés. Mais il ne savait pas que, dans les couloirs, plusieurs portes s'ouvraient discrètement. Des hommes et des femmes en tenue de touristes pénétraient dans des chambres voisines, déposant de simples valises qui ne contenaient ni vêtements ni souvenirs, mais du matériel technique, des dispositifs électroniques, du matériel d'écoute et des outils qui serviraient à effacer toute trace. Le plan n'était pas seulement de le surveiller. Il était de le neutraliser. De couper à la racine un canal d'approvisionnement qui coûtait la vie à des innocents. Les agents savaient que leur mission n'aurait jamais l'éclat public d'un procès ou la gloire d'une victoire militaire. Leur action se solderait par un communiqué laconique, des rumeurs et une longue traînée de spéculations. Mais pour eux, l'essentiel était ailleurs, empêcher l'arrivée d'armes qui, tôt ou tard, se tourneraient contre des civils. Le soir avançait. Dans les couloirs de l'hôtel, les pas se faisaient rares. Les clients étaient descendus dîner, les touristes se reposaient, les familles profitaient des piscines illuminées. À l'étage où se trouvait la chambre de Mabhouh, le silence était presque parfait. 3 agents approchèrent de sa porte. Leur démarche était calme, réglée, sans hésitation. Le dispositif d'ouverture magnétique fonctionna en un instant, comme si la serrure s'était ouverte d'elle-même. À l'intérieur, l'homme leva à peine les yeux. Le premier mouvement fut rapide, précis, calculé. Aucun cri, aucun bruit qui puisse alerter. En quelques secondes, la scène fut scellée. Pour le monde extérieur, Mabhouh serait retrouvé plus tard, seul, dans sa chambre. Un malaise cardiaque, peut-être, ou un autre accident qui frappait les voyageurs. Mais pour le Mossad, c'était une opération accomplie, un ennemi neutralisé, un réseau affaibli. Pourtant, chaque geste de cette nuit allait bientôt se retrouver sous les projecteurs. Les caméras de sécurité, les passeports suspects, les visages figés par les enregistrements allaient nourrir une enquête internationale. Les autorités de Dubaï allaient exposer les vidéos, révéler les détails, pointer du doigt les faux papiers. Et bientôt, l'opération deviendrait l'une des plus discutées de la décennie, symbole à la fois de l'efficacité du Mossad et du prix à payer pour maintenir l'ombre intacte. Mais pour ceux qui avaient participé,
il ne restait ni gloire ni vantardise. Seulement le silence. Le silence des chambres d'hôtel où le temps s'arrête, le silence des agents qui disparaissent dans des vols de nuit, le silence des guerres secrètes qui ne laissent derrière elles que des rumeurs et des fantômes. Les semaines précédant l'opération avaient été marquées par une tension extrême. Depuis Tel Aviv, les analystes du renseignement avaient suivi les allées et venues de Mabou comme on suit les battements d'un cœur. Chaque déplacement en Syrie, chaque rendez-vous en Iran, chaque contact au Soudan était noté, vérifié, croisé avec d'autres sources. Le réseau qu'il entretenait n'était pas celui d'un homme isolé, mais une toile complexe reliant des passeurs, des contrebandiers, des diplomates corrompus, parfois même des militaires prêts à fermer les yeux pour de l'argent. L'éliminer ne signifiait pas seulement arrêter un individu, mais frapper un point central de cette toile. Pour le Mossad, une telle mission ne pouvait être improvisée. Les identités utilisées par les agents étaient préparées depuis des mois. Faux passeports européens, cartes de crédit authentiques, réservations d'hôtels, habitudes de voyageurs banales. Chaque agent devait incarner son personnage avec une conviction absolue. Dans un café, l'un d'eux jouait le rôle d'un homme d'affaires allemand fatigué, consultant des dossiers imaginaires sur son ordinateur. Dans un centre commercial, une femme se faisait passer pour une touriste française, prenant des photos banales de vitrines. Leur couverture n'était pas une simple façade, c'était une vie parallèle, destinée à résister aux regards les plus soupçonneux. À Dubaï, l'équipe s'était fragmentée en cellules. Chacun connaissait son rôle, surveillance des entrées, reconnaissance des caméras, observation des déplacements de la cible. Ils ne se parlaient presque jamais directement. Les ordres passaient par des codes, des gestes, parfois des phrases anodines échangées dans un ascenseur. Toute l'opération reposait sur la discipline et la discrétion. L'échec n'était pas seulement inenvisageable, il était impensable. Lorsque Mabou arriva à l'hôtel, l'air chargé de confiance, il ignorait que son téléphone était surveillé, que ses rendez-vous étaient connus. L'homme croyait encore qu'à Dubaï, dans ce décor artificiel de luxe et de neutralité, il pouvait échapper au regard. Mais ce qu'il prenait pour de la sécurité n'était qu'un piège soigneusement refermé. Dans la chambre voisine, 2 agents installaient déjà un dispositif capable de brouiller les communications et d'empêcher toute alerte. Ils avaient répété leurs gestes des dizaines de fois, comme des acteurs d'une pièce où l'improvisation n'était pas permise. Chaque minute comptait, chaque respiration devait être contrôlée. Le moindre faux pas pouvait entraîner l'arrestation, l'exposition publique et la fin de leur couverture. Au même moment, à des milliers de kilomètres, dans une salle sombre du quartier général, des officiers suivaient les signaux en temps réel. Ils n'entendaient pas les conversations, ils ne voyaient pas les visages, mais ils savaient que l'histoire se jouait là, dans ces couloirs recouverts de moquettes, dans cette chambre impersonnelle aux rideaux tirés. Leurs mains tremblaient légèrement sur les dossiers, mais leur regard restait fixé sur l'écran. Mabou, lui, se croyait maître de son temps. Il avait prévu des rendez-vous pour discuter de nouveaux transferts d'armes. Ses pensées étaient tournées vers les cargaisons à venir, les itinéraires maritimes, les paiements attendus. Jamais il n'aurait imaginé que le danger ne vienne pas d'un champ de bataille ou d'une frontière surveillée, mais d'un hôtel climatisé où il croyait simplement passer la nuit. Les agents pénétrèrent dans la chambre avec une rapidité fulgurante. Le premier geste fut celui d'un professionnel, maîtriser, neutraliser, empêcher tout cri. Les secondes qui suivirent furent silencieuses, glaciales, comme suspendues dans le temps. Lorsque tout fut terminé, ils se regardèrent sans un mot. Ils savaient que dans quelques heures, leurs visages circuleraient peut-être sur toutes les chaînes du monde, que leurs identités empruntées seraient brûlées à jamais. Mais à cet instant précis, seul comptait le succès de la mission. Ils quittèrent la chambre avec la même discrétion que celle avec laquelle ils étaient entrés. Dans le couloir, ils croisèrent un couple de touristes qui revenaient du restaurant de l'hôtel. Personne ne remarqua rien. Les agents disparurent dans des ascenseurs différents, descendirent à des étages différents, puis sortirent par des portes opposées. Dans la rue, les voitures anonymes les attendaient, climatisation allumée, moteur discret. Pendant ce temps, le corps de Mabou reposait dans le silence. Pour les employés de l'hôtel, il ne s'agissait que d'un client épuisé, endormi après un long voyage. Ce n'est que plusieurs heures plus tard, lorsqu'il ne répondit plus aux appels, que la vérité éclata. La police de Dubaï entra, découvrit la scène, et aussitôt, les caméras de surveillance furent examinées. Très vite, l'affaire prit une dimension internationale. Les autorités locales publièrent des images floues montrant des hommes et des femmes entrant et sortant de l'hôtel, portant des perruques, des chapeaux, des lunettes. Chaque séquence fut analysée image par image. Chaque visage figé sur une photo devint un mystère à résoudre. L'Émirat accusa Israël, les chancelleries occidentales s'agitèrent, les médias relayèrent l'opération avec fascination. Le Mossad avait réussi, mais avait aussi laissé derrière lui une traînée de soupçons et de polémiques. Pour les agents, l'histoire était déjà terminée. Chacun reprit sa vie, loin,
sous une autre identité, dans une autre mission. Ils ne parlaient jamais de cette nuit, jamais de cet hôtel. Leurs visages étaient désormais des ombres sur des écrans, des silhouettes recherchées mais impossibles à saisir. Leur victoire ne leur appartenait pas. Elle se dissolvait dans les récits contradictoires, dans les accusations diplomatiques, dans les murmures des couloirs politiques. Ce que peu savaient, c'est que l'opération avait un coût psychologique. Derrière la froideur des gestes, certains agents ressentaient le poids de ce qu'ils avaient accompli. Ils savaient que chaque décision, chaque mission, les éloignait un peu plus de la vie ordinaire. Ils devenaient des fantômes, des êtres condamnés à vivre dans l'ombre, toujours ailleurs, toujours dans l'attente du prochain ordre. Et pourtant, pour l'État qu'ils servaient, cette ombre était nécessaire. Le monde ne verrait jamais les vies qu'ils avaient sauvées indirectement, les attaques évitées, les missiles qui n'arrivèrent jamais à destination. Ce que le monde retiendrait, c'était un marchand d'armes retrouvé sans vie dans une chambre d'hôtel, et une opération devenue légende dans l'histoire des guerres secrètes. Lorsque la nouvelle de la mort de Mahmoud al-Mabhouh éclata au grand jour, le choc fut immédiat. Pour le Hamas, c'était une perte inestimable. L'homme n'était pas seulement un logisticien, il était l'architecte des flux d'armes, celui qui connaissait chaque route clandestine, chaque intermédiaire fiable, chaque contact discret dans les ports et les entrepôts. Sa disparition n'était pas une simple exécution, c'était un coup porté au cœur même de leur machine de guerre. Dans les rues de Gaza, les funérailles furent marquées par la colère, les cris, les promesses de vengeance. Pour les familles endeuillées par les frappes, al-Mabhouh était un héros tombé au combat. Pour les combattants, sa mort était une preuve que nulle part, pas même dans un hôtel luxueux du Golfe, il n'était en sécurité. À Dubaï, les autorités locales se retrouvèrent plongées dans une crise sans précédent. Leur ville, vitrine de luxe et de modernité, venait d'être transformée en théâtre d'un assassinat digne des romans d'espionnage. Le gouvernement ne pouvait ignorer l'événement. Il fallait montrer au monde que Dubaï n'était pas un terrain de chasse pour les services secrets étrangers. Alors commença l'une des enquêtes les plus médiatisées de la décennie. Les vidéos de surveillance furent publiées, montrant des silhouettes banales, hommes en chemise repassée, femmes en tenues élégantes se croisant dans les couloirs, entrant et sortant des ascenseurs. Les images révélaient une précision glaçante. À chaque séquence, les enquêteurs voyaient la mécanique de l'opération se dérouler sous leurs yeux, comme une pièce de théâtre dont le dénouement avait été écrit à l'avance. Les médias du monde entier s'emparèrent de l'affaire. Les journaux parlèrent des « opérations hollywoodiennes ». Les chaînes de télévision diffusaient en boucle les visages figés des agents supposés, les analystes débattaient de la puissance et de l'audace du Mossad. Certains dénonçaient une violation flagrante de la souveraineté des Émirats, d'autres saluaient l'efficacité froide d'un service capable de frapper n'importe où n'importe quand. Le nom de Mabhouh, jusque-là connu seulement dans les cercles de renseignement, devint un symbole planétaire. À Tel Aviv, les responsables israéliens gardaient le silence. Officiellement, ils ne confirmaient ni ne démentaient. Mais dans les couloirs des ministères, une certitude circulait. L'opération avait atteint son objectif. Elle avait envoyé un message clair aux ennemis d'Israël. Même loin, même caché, même protégé par les frontières amies, il n'était jamais hors de portée. Ce message, plus puissant que n'importe quelle déclaration publique, suffisait à semer le doute, à ébranler la confiance des réseaux ennemis. Mais derrière le succès apparent, les conséquences diplomatiques étaient lourdes. Plusieurs pays européens protestèrent contre l'utilisation de passeports falsifiés à leur nom. Le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne, la France convoquèrent des ambassadeurs, exigèrent des explications. Les chancelleries ne pouvaient ignorer que leurs documents avaient servi à couvrir une opération d'assassinat. L'affaire empoisonna les relations pendant des mois, et pourtant, dans les coulisses, beaucoup reconnaissaient en privé l'efficacité redoutable de l'action israélienne. Au sein du Hamas, la paranoïa grandit. Chaque déplacement devenait suspect, chaque voyage un risque. Les cadres comprirent que leur communication, leur protection, leurs alliances n'étaient pas infaillibles. Des rumeurs se mirent à circuler sur des taupes internes, sur des trahisons. La confiance se fissura, et dans cette méfiance généralisée, certains réseaux s'effondrèrent d'eux-mêmes. Le Mossad n'avait pas seulement éliminé un homme, il avait instillé un poison silencieux dans l'organisation ennemie. Pour les agents qui avaient participé à l'opération, la vie reprit sous d'autres identités. Certains furent photographiés par les médias, leurs visages projetés sur les écrans du monde entier, accusés d'être des assassins. Mais aucun ne fut arrêté, aucun ne fut jugé. Ils devinrent des fantômes, condamnés à disparaître dans l'anonymat, à poursuivre d'autres missions dans d'autres pays. Leur victoire n'avait pas de médaille, pas de cérémonie. Elle n'avait que le poids d'un secret, lourd, impossible à partager, enfermé dans leur mémoire. Les historiens du renseignement, des années plus tard, continueraient à évoquer l'affaire de Dubaï comme un exemple parfait de l'art du Mossad, audace, précision, préparation millimétrée.
Mais ils y verraient aussi une démonstration des limites de la clandestinité dans un monde saturé de caméras, de données et de surveillance numérique. Le secret absolu n'existait plus. Chaque opération laissait des traces, chaque visage devenait une archive, chaque geste pouvait être décortiqué par des enquêteurs. Et pourtant, malgré tout, le Mossad avait réussi. Dans le silence des chambres d'hôtel, dans les ombres des couloirs de Dubaï, un message s'était inscrit à jamais. La guerre moderne ne se joue pas seulement avec des chars et des avions, elle se joue dans l'invisible, dans ces instants où un homme disparaît, et où tout un équilibre géopolitique en est bouleversé. Bien avant que Dubaï ne devienne le théâtre final, le Mossad avait investi des mois, voire des années, dans la préparation. Les premiers signaux remontaient à des transactions interceptées au Soudan. Des cargaisons d'armes, dissimulées dans des conteneurs banalisés, transitaient par Port-Soudan avant d'être acheminées vers Gaza par des routes tortueuses. Chaque livraison laissait une trace minuscule, un appel téléphonique trop long, une facture anonyme réglée en espèces, un rendez-vous fixé dans un hôtel discret à Damas. Peu à peu, les pièces du puzzle avaient révélé le rôle central de Mabou. Il était plus qu'un simple acheteur, c'était un architecte logistique. Il savait jongler entre la contrebande tribale du Sinaï, les passeurs des Balkans et les intermédiaires iraniens. Pour Israël, laisser cet homme libre, c'était accepter que chaque mois, de nouvelles armes apparaissent dans les tunnels de Gaza. Les services de renseignement comprirent qu'il ne suffisait plus de surveiller. Il fallait couper la tête du serpent. La première tentative de localisation fut un échec. Mabou avait annulé un vol au dernier moment, changeant de destination pour brouiller les pistes. À plusieurs reprises, il avait même donné de faux rendez-vous, envoyant ses ennemis traquer une ombre dans un aéroport pendant que lui disparaissait ailleurs. Ces précautions lui donnaient l'image d'un homme insaisissable, presque invincible. Mais personne n'échappe éternellement aux yeux patients du Mossad. Lorsque sa réservation à Dubaï fut repérée, ce fut comme une fenêtre s'ouvrant soudain. L'hôtel choisi n'était pas n'importe lequel, un établissement luxueux, mais impersonnel, fréquenté par des centaines de voyageurs chaque jour. Le lieu idéal pour se croire invisible. Pour les Israéliens, au contraire, c'était le terrain parfait, une ville saturée de caméras, où chaque mouvement pouvait être enregistré, décortiqué, et ensuite exploité comme une preuve d'efficacité. La cellule opérationnelle reçut alors l'ordre de se déployer. Ils arrivèrent par vagues successives, chacun sous une identité différente, chacun jouant un rôle écrit avec précision. À l'aéroport, les files d'attente étaient leur première scène. Sourire poli, passeport impeccable, regard indifférent. Derrière chaque geste se cachait pourtant une tension brûlante. Un seul contrôle trop approfondi, un seul doute de la part d'un douanier, et tout pouvait s'effondrer. Mais les agents savaient que leur meilleure arme était l'ordinaire. Dans un flot de touristes et d'hommes d'affaires, qui allaient soupçonner une famille européenne en vacances ou un consultant en transit. Les heures qui précédèrent l'action furent les plus longues. Dans leur chambre, les agents ne dormaient presque pas. Certains fixaient le plafond, d'autres lisaient les dossiers une dernière fois. Chacun savait que le monde extérieur les verrait bientôt comme des silhouettes anonymes dans des vidéos de surveillance. Mais dans l'instant, ils n'étaient que des instruments au service d'une mission plus grande qu'eux. Lorsque l'opération fut terminée et que les agents eurent quitté le pays, un silence oppressant s'installa. Pendant quelques heures, Dubaï ignora tout. Puis le corps fut découvert, et avec lui, une tempête se leva. Les autorités locales convoquèrent des conférences de presse, montrant fièrement leurs enregistrements, accusant un service étranger d'avoir souillé leur territoire. Les mots étaient durs, les images choquantes. Mais derrière les condamnations officielles, certains officiers arabes murmuraient leur admiration. Jamais une opération n'avait été menée avec une telle précision, une telle coordination, dans un environnement aussi surveillé. En Europe, le scandale prit d'autres proportions. Les gouvernements, furieux de voir leurs passeports utilisés, publièrent des communiqués sévères. Mais en privé, beaucoup reconnaissaient qu'Israël avait visé juste. Les chancelleries savaient ce que représentait Mabou, un homme dont les affaires obscures finançaient la guerre. Alors, entre colère diplomatique et compréhension secrète, les réactions furent ambivalentes. On protestait publiquement, mais on prenait note, en silence, des méthodes employées. Pour le Hamas, la perte fut insupportable. Les dirigeants dénoncèrent une trahison, accusant certains de leur propre cercle d'avoir livré des informations. La paranoïa se propagea à grande vitesse. Les téléphones furent changés, les réunions déplacées, les amitiés brisées par la suspicion. Chaque cadre se demanda s'il serait le prochain, chaque déplacement devint une source d'angoisse. Dans leurs discours, ils promettaient la vengeance, mais dans leur cœur, ils savaient qu'une peur durable venait de s'installer. Du côté israélien, on célébrait le succès dans le silence. Aucun discours officiel, aucune revendication. Le Mossad n'avait pas besoin de reconnaissance publique. Son message passait par le simple fait accompli. Dans les couloirs feutrés de Tel Aviv,
ont répété une vérité ancienne. Il n'y a pas de sanctuaire pour les ennemis d'Israël. Avec le temps, l'opération de Dubaï entra dans l'histoire du renseignement comme une référence. Les écoles d'espionnage la disséquèrent, les universitaires la commentèrent, les journalistes la romancèrent. Mais derrière les récits spectaculaires, il restait une réalité plus austère. Des hommes et des femmes, sans nom, qui avaient risqué leur vie dans un pays étranger et qui ne recevraient jamais ni statut ni reconnaissance officielle. Ils continuaient leur existence de fantômes, servant dans l'ombre, prêts à disparaître à nouveau si le devoir l'exigeait. Pour les ennemis d'Israël, le souvenir de cette nuit demeurait une plaie ouverte. Dans chaque hôtel, dans chaque voyage, l'ombre du Mossad semblait planer. Le moindre visage inconnu pouvait être un agent, le moindre sourire courtois, une menace voilée. Le succès de Dubaï n'était pas seulement tactique, il était psychologique. Il avait gravé dans l'esprit de ceux qui combattaient Israël l'idée qu'il ne pourrait jamais dormir en paix, où qu'il se trouve. Ainsi, l'histoire de Mahmoud al-Mabhouh ne s'arrêta pas dans la chambre feutrée d'un hôtel. Elle continua dans les peurs nocturnes de ses camarades, dans les calculs politiques des chancelleries, dans les manuels secrets des services de renseignement. Elle continua aussi, silencieusement, dans les mémoires des agents qui avaient accompli leur mission, sachant que leur seul héritage serait le murmure d'une légende. L'opération de Dubaï prit une tournure inattendue dès les premières heures. Le Mossad, fidèle à son approche méthodique, avait implanté ses agents sous des couvertures diverses, des couples en voyage de noces, des hommes d'affaires européens, des techniciens de maintenance d'hôtels. Chacun jouait son rôle avec une précision théâtrale, répétée des semaines avant le déploiement. Leur cible, un intermédiaire clé du Hamas chargé d'acheminer des armes depuis l'Iran jusqu'à Gaza, avait commis une erreur rare, choisir Dubaï, une ville ultramoderne mais saturée de caméras, comme point de rencontre pour finaliser un accord. Les agents avaient anticipé chaque détail. L'aéroport, saturé de flux humains, fut le premier théâtre d'observation. Les caméras du réseau de surveillance, piratées à distance par une cellule technique opérant depuis l'Europe, permettaient aux officiers de suivre les moindres pas du trafiquant dès sa sortie de l'avion. Sa silhouette trapue, son regard méfiant et son habitude de toujours vérifier les rétroviseurs de ses voitures de location le trahissaient. Chaque geste, chaque pause pour allumer une cigarette, chaque coup d'œil vers l'arrière était consigné. L'hôtel choisi par la cible, un établissement de luxe près de la marina, devint aussitôt un nid d'ombre. Le Mossad avait infiltré du personnel temporaire, une réceptionniste qui paraissait timide, un employé du service d'étage qui avait appris à saluer avec l'accent local, un agent de sécurité chargé de surveiller les ascenseurs. Aucun client ne pouvait deviner que derrière ces sourires polis se cachait l'une des opérations les plus sophistiquées jamais montées. Le trafiquant, persuadé d'être en sécurité grâce à la neutralité officielle des Émirats, ignorait qu'il marchait dans une toile d'araignée invisible. Chaque appel de son téléphone portable était intercepté. Les messages cryptés envoyés via ses applications soi-disant inviolables étaient copiés en temps réel. Même son ordinateur portable, laissé sans méfiance dans la chambre d'hôtel, fut discrètement infiltré par un agent déguisé en femme de chambre. Quelques minutes suffirent pour cloner le disque dur et transmettre à Tel Aviv l'ensemble de ses contacts, schémas logistiques, comptes bancaires et promesses d'achat. La patience devint l'arme la plus redoutable des agents. Ils observaient les allées et venues du trafiquant, ses dîners tardifs, ses visites brèves dans les salons privés, ses rencontres furtives dans le hall avec des hommes vêtus sobrement, qui portaient pourtant la nervosité de ceux qui transportent des secrets plus lourds que l'or. À chaque rendez-vous, des caméras miniatures dissimulées dans des boutons de chemise ou des lunettes ordinaires enregistraient chaque mouvement, chaque sourire, chaque poignée de main. Ce n'était pas seulement une traque physique, mais psychologique. Le Mossad savait que pour neutraliser un ennemi de ce calibre, il fallait d'abord l'isoler, lui faire sentir, imperceptiblement, qu'il n'avait plus de refuge. Les agents changeaient de place au bar, apparaissaient dans un couloir, croisaient son regard dans le hall. Jamais assez pour éveiller une suspicion claire, mais suffisamment pour instiller une sensation de déjà-vu. Une silhouette aperçue 2 fois en une journée. Un visage étrangement familier parmi les clients de l'hôtel. Une impression fugace qu'il était suivi. À Tel Aviv, la salle de commandement vibrait au rythme des transmissions. Les supérieurs observaient en direct les images des caméras de Dubaï, croisaient les informations bancaires avec des bases de données secrètes, établissaient des scénarios possibles. L'ordre final n'avait pas encore été donné. Il fallait décider, neutraliser immédiatement le trafiquant ou attendre qu'il révèle d'autres contacts, d'autres filières. Chaque minute de retard augmentait le risque qu'il disparaisse. Chaque précipitation menaçait de compromettre toute l'opération. Pendant ce temps, dans sa chambre, l'homme du Hamas savourait une illusion de sécurité. Il buvait son café noir, rédigeait ses notes sur un carnet, passait des appels en chuchotant. Il ne se doutait pas que, derrière le miroir de sa salle de bain, un dispositif d'écoute miniature captait chaque mot.
Les agents, postés dans une chambre voisine, retranscrivaient presque en temps réel ces conversations. L'achat de lance-missiles, les itinéraires maritimes pour contourner les blocus, les noms de contrebandiers soudanais prêts à risquer leur vie. La tension atteignit son apogée lorsqu'un message intercepté révéla qu'une transaction cruciale devait être finalisée dans les 48 heures. Le Mossad comprit que l'opportunité ne se représenterait pas. L'ordre tomba, neutraliser la cible dans l'hôtel, avec une précision chirurgicale, sans laisser de traces. Une mission périlleuse, car Dubaï, avec ses lois sévères et son système de surveillance omniprésent, ne pardonnait aucune erreur. Le soir convenu, l'hôtel brillait sous les lumières artificielles. Les clients riaient, les touristes prenaient des photos, les serveurs circulaient avec des plateaux d'argenterie. Dans cette banalité apparente, un compte à rebours silencieux s'enclenchait. Les agents prirent position, un dans le hall, un autre à l'étage, deux déguisés en couple attablés au restaurant. Le trafiquant, insouciant, regagna sa chambre sans remarquer que les visages autour de lui n'étaient pas ceux d'étrangers, mais de prédateurs silencieux. La suite se déroula en quelques minutes, réglée comme une partition musicale. Une équipe coupa discrètement l'alimentation de la caméra du couloir. Un agent, muni d'un passe magnétique, entra dans la chambre sous prétexte de maintenance. Le trafiquant, surpris mais sans méfiance, se leva. Il n'eut pas le temps de réagir. Une injection rapide, indolore, lui fit perdre connaissance. Son corps fut déplacé, son souffle contrôlé, son identité effacée. Lorsqu'on le retrouva quelques heures plus tard, les autorités locales conclurent à un arrêt cardiaque. Mais le monde du renseignement savait qu'il s'agissait d'un coup de maître du Mossad. L'opération fut close aussi rapidement qu'elle avait commencé. Les agents disparurent comme s'ils n'avaient jamais existé. Les chambres furent rendues, les visages effacés, les passeports falsifiés détruits. À Tel Aviv, la nouvelle fut accueillie avec une satisfaction froide. Une menace de moins, une filière d'armes brisée, un message clair adressé à tous les ennemis d'Israël. Mais l'écho de cette nuit à Dubaï résonne encore dans les mémoires. Car au-delà de la précision tactique, c'était une démonstration de ce que le Mossad savait faire de mieux, transformer une ville étrangère, illuminée et surveillée, en un terrain de chasse invisible, où la cible ne comprend qu'au dernier instant qu'elle n'avait jamais eu d'échappatoire. Lorsque la nouvelle de la mort du trafiquant se répandit, Dubaï fut saisi d'un malaise silencieux. Les journaux locaux parlèrent d'un incident médical, mais les rumeurs circulaient vite dans les couloirs du pouvoir. Un assassinat ciblé avait été exécuté au cœur même de l'un des lieux les plus sécurisés du Golfe. Pour les autorités émiraties, l'humiliation était palpable. Comment un service étranger avait-il pu infiltrer leur territoire, manipuler leurs infrastructures et exécuter une opération chirurgicale sans laisser la moindre empreinte visible? Dans les jours qui suivirent, des réunions à huis clos se multiplièrent au sein du gouvernement de Dubaï. Les responsables de la sécurité visionnaient les enregistrements des caméras de surveillance. Ils virent des silhouettes entrer et sortir, des visages ordinaires qui, une fois comparés, semblaient toujours différents. Faux passeports, identités changeantes, déguisements subtils, le Mossad avait brouillé les pistes avec une maîtrise déroutante. Chaque tentative de reconstituer le puzzle laissait apparaître des morceaux manquants, comme si une main invisible avait effacé les détails essentiels. Pour Tel Aviv, l'opération était une victoire éclatante, mais aussi une prise de risque calculée. Les dirigeants savaient que ce coup de force allait provoquer des ondes de choc dans la région. Pourtant, l'objectif avait été atteint, priver le Hamas de son principal fournisseur d'armes, ralentir considérablement l'acheminement de missiles et envoyer un message direct aux ennemis. Aucun lieu, fût-il luxueux et prétendument neutre, ne garantissait la sécurité. À Gaza, la nouvelle fut accueillie avec colère et effroi. Les chefs militaires du Hamas comprirent qu'ils venaient de perdre un pilier de leur réseau logistique. Des réunions d'urgence furent convoquées dans des bunkers souterrains, où la méfiance régnait. Qui avait parlé? Qui avait trahi? Les soupçons se multiplièrent, les regards se faisaient accusateurs. Certains furent arrêtés, interrogés, parfois exécutés dans l'ombre, victimes de la paranoïa d'un mouvement frappé au cœur. Pendant ce temps, dans les capitales occidentales, les services de renseignement observaient l'opération avec une fascination mêlée d'inquiétude. Les Britanniques, les Américains, les Français savaient que Dubaï était désormais un champ de bataille invisible, un carrefour où se jouaient des affrontements silencieux. Beaucoup admiraient la précision du Mossad, mais redoutaient aussi l'effet domino. Si Israël pouvait agir ainsi, pourquoi d'autres puissances ne tenteraient-elles pas des opérations similaires sur des territoires étrangers? À l'intérieur même d'Israël, l'opération devint un sujet de débat au sein des cercles politiques et militaires. Certains saluaient le courage et l'efficacité de l'action, estimant que le Mossad avait une fois de plus prouvé sa suprématie dans le monde du renseignement. D'autres, plus prudents, craignaient les répercussions diplomatiques. Car si les Émirats décidaient de répliquer par des mesures hostiles, les relations économiques et les accords sous-jacents risquaient d'en souffrir. Mais pour les agents sur le terrain,
ceux qui avaient joué leur rôle à la perfection, l'opération demeurait une expérience indélébile. Ils se souvenaient des nuits passées dans des chambres anonymes, à surveiller les écrans, à écouter des voix qui parlaient de cargaisons mortelles. Ils se souvenaient de la tension extrême du moment où la porte de la chambre du trafiquant s'était ouverte, du silence épais qui suivit l'injection, du regard figé de l'homme qui comprenait, dans un éclair de conscience, qu'il venait d'être piégé par des forces qu'il n'avait jamais vues. Le Mossad, fidèle à sa culture du secret, ne célébra jamais publiquement cette réussite. Il n'y eut pas de discours officiel, pas de fanfare médiatique. L'exploit se transmit comme une légende silencieuse parmi les cercles fermés des agents et des analystes. Une nouvelle page dans l'histoire de l'organisation, écrite dans l'ombre, gravée dans la mémoire de ceux qui savent que leur victoire n'est visible que par ses conséquences. Pourtant, l'opération de Dubaï eut un impact plus profond qu'aucune frappe militaire. Elle fissura la confiance dans les sanctuaires modernes, démontrant qu'aucune frontière, aucun hôtel de luxe, aucune façade neutre ne pouvait protéger un ennemi ciblé par le Mossad. Elle sema la peur, non seulement dans le cœur du Hamas, mais aussi parmi tous ceux qui, de près ou de loin, alimentaient la machine de guerre contre Israël. Chacun d'eux comprit que, même dans les villes les plus sûres, une main invisible pouvait frapper sans bruit et disparaître avant l'aube. Et dans les couloirs discrets des aéroports du monde entier, parmi les voyageurs anonymes et pressés, qui pouvait dire si ce passager élégant, ce couple en apparence ordinaire, cet homme d'affaires distrait, n'était pas un agent patient du Mossad, attendant le moment exact pour agir? Bien avant que l'ombre du trafiquant d'armes ne plane sur Dubaï, son nom circulait déjà depuis des mois dans les couloirs étroits du siège du Mossad à Tel Aviv. Les rapports s'accumulaient. Cargaisons disparues en mer Rouge, armes sophistiquées arrivées mystérieusement à Gaza malgré le blocus, témoignages d'intermédiaires soudanais ou libyens parlant d'un « homme invisible » qui gérait tout. Cet homme avait plusieurs noms de couverture, plusieurs passeports, plusieurs vies. Il apparaissait au Liban, puis en Turquie, disparaissait en Afrique de l'Est, pour réapparaître à Chypre. Toujours insaisissable, toujours protégé par un réseau opaque de complicité tribale, financière et politique.